Bien, salut les académiciens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore, comme je le disais avant l'enregistrement, on a décidé un petit peu, au lieu d'annuler cette séance de mercredi, contrairement à ce que je vous avais dit la semaine dernière, on va peut-être essayer de commencer cette séance un peu plus tôt. 21 heures va sembler peut-être l'heure idéale parce qu'au préalable, on avait décidé qu'on le fasse à 20 heures, mais je me suis rendu compte que 20 heures, ça va être trop tôt pour ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'océan, du style États-Unis, Ontario au Canada. Bon, on s'est dit, il vaut mieux commencer à 21 heures au lieu de 22 heures, au lieu de complètement annuler cette session de mercredi. Ben, je devais être assisté par Morel. Je ne sais pas si Morel sera avec nous. Écoutez, s'il n'est pas avec nous, je vais me faire le plaisir de prendre cette séance et on va faire en sorte qu'elle dure au moins 1 heure à 1 heure 30. OK? Il y a encore pas mal de choses à dire, plutôt assez intéressantes. On va essayer d'aborder, on va déjà commencer à se concentrer un petit peu sur les algos et vraiment le price action, présenter les deux nouveaux algos que vous avez eus récemment pour certains d'entre vous, d'accord? Et surtout, je vais essayer de synthétiser, d'expliquer un petit peu pourquoi éventuellement on arrive à avoir aujourd'hui près de 7 algos. Il y a des gens qui disent que c'est beaucoup, mais je comprends, je vais essayer de les détailler, de l'expliquer pour que vous compreniez un petit peu la pertinence et je vais essayer de vous donner des solutions que nous sommes en train éventuellement d'essayer de trouver pour pouvoir faire en sorte que ces 7 algos se réunissent et ne forment qu'un seul algo. OK? Comme d'habitude, on va commencer déjà par l'aspect fondamental. Je crois on a assez dit les choses samedi dernier et mercredi passé. Les choses se passent plutôt très bien dans le secteur cryptographique. Dans le secteur économique normal, les choses ne se passent pas très bien. C'est pas nouveau. On l'avait déjà vu un petit peu pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité depuis l'année dernière. Les choses se passent très mal pour les Américains. Je vous ai envoyé pas mal de vidéos, hein, d'accord, et je crois qu'il y a des gens qui arrivent à mieux l'expliquer que moi. Donc, quand j'essaie de voir des vidéos un petit peu intéressantes, on peut essayer de les condenser pour que ça fasse au moins 30 ou 1 heure maximum pour que vous ayez au moins le temps de suivre, pour que vous compreniez ce qui est en train de se jouer actuellement. Et je ne cesse de le dire, c'est une opportunité qu'on ne trouve que tous les 100 ans, pour ne pas dire tous les 2 ou 3 ou les 200 ou 300 ans. C'est tout simplement énorme, ce qui est en train de changer. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, excusez-moi un instant, accordez-moi juste une petite minute, j'aurai quelque chose. Donc, je disais, ce sont des choses qui arrivent une seule fois et ce sont des opportunités qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, les cartes soient distribuées. Ok, je ne vais pas parler des géopolitiques, vous savez ce qu'il en est. Je ne vais pas parler du dollar, vous savez ce qu'il en est. Regardez surtout, il y a deux vidéos, je crois, que j'ai balancées hier d'un très grand économiste français. Et c'est bien détaillé. Il dit exactement ce qu'on est en train de dire depuis un certain temps, mais lui, il le dit car il est soutenu avec des faits réels, avec des données réellement et les choses sont en train de se passer plutôt très mal pour les gens de la G7, ceux qui sont l'ancien bloc, et plutôt bien pour les BRICS. Et là, malheureusement, la chose qu'il omet de dire, c'est qu'il ne parle pas des crypto-monnaies, il ne parle pas du Bitcoin parce que c'est quelqu'un qui est farouchement opposé au Bitcoin et je comprends pourquoi, parce qu'il est de la vieille école. Donc, il y a quelque chose qui va se passer plutôt intéressant aujourd'hui, c'est la mise à jour Shanghai. Elle aura lieu, je crois, d'ici quelques heures, 3 ou 4 heures d'ici au niveau de quel bloc, je ne sais pas, mais ça se fera aujourd'hui, soit en fin de soirée ou en début de matinée pour ceux qui sont en France ici. Donc, la mise Shanghai, vous savez bien que ça va consister éventuellement, ça va permettre à ceux qui ont verrouillé leur Ethereum, on parle à l'époque de 32 Ethers, pour pouvoir faire en sorte de passer du proof of stake à proof of work pour être validateur de ce nouveau réseau. À l'époque, les gens, lorsqu'ils ont verrouillé, on était en fin 2020, à l'époque, l'Ethereum valait encore entre 800, 900, voire 1000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 1900, pour ne pas dire 2000 dollars. Il y a à peu près 18 millions d'Ethereum à libérer. Ce qui est intéressant, c'est que les 18 millions ne se font pas en un claquement de doigts. On parle d'à peu près de 78 000 à 100 000 Ethereum qui sont libérés tous les 24 heures. Donc, tant mieux, ça n'aura pas une forte pression de vente tout de suite, donc c'est super. Ça ne va pas se faire en 2, 3, 4 jours. Ça va prendre peut-être, en calculant très rapidement, ça peut nous emmener jusqu'en fin d'année avant que tous ces Ethereum soient libérés. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ceux qui vont éventuellement avoir ces Ethereum vont pouvoir les vendre tout de suite ou pas? Je ne pense pas, mais certains vont éventuellement prendre des bénéfices et tant mieux que ce soit scindé en plusieurs fois
l'association ou la société, la fondation Ethereum a pensé à tout et ils se disent que c'est mieux de dispatcher les Ethers dans ce sens. OK? Bien, voilà ce que je devais très rapidement dire sur la partie fondamentale. S'il y a des questions éventuellement, on pourrait éventuellement, vous pouvez éventuellement les poser. Et puis, s'il y a d'autres commentaires, s'il y a des choses qui m'ont échappé, vous pourrez éventuellement intervenir. C'est toujours bien que vous puissiez partager parce que je ne peux pas et on ne peut pas tout avoir. On nous donne éventuellement ce qu'on a pu observer qui est peut-être intéressant. Bien, revenons maintenant rapidement avant de passer à autre chose, il y a des questions éventuellement ou bien il y a d'autres commentaires, il y a d'autres informations qui me sont échappées. Éventuellement, non? Moi, la question que j'avais, c'était de savoir quel est l'impact que tu crois que la mise à jour de Shanghai aura sur les crypto-monnaies. Moi, ça fait un moment j'en entends parler, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit et je ne sais pas quel impact ça aura sur nous. Bon, en réalité, ça aura un impact minime, comme je viens de l'expliquer. Si les C'est aussi 18... si j'ai manqué des réunions. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça aura un impact pas tellement signifiant en tant que tel, d'accord? Pas vraiment signifiant en tant que tel. Parce que, comme je viens de le dire, qu'il n'y aurait qu'une petite partie des États, c'est-à-dire entre 70 000 et 100 000 États qui vont être déverrouillés, euh, par jour. Est-ce que tous ces 10 000, est-ce que tous ces 70 000 et 100 000 États vont être vendus? Je ne crois pas du tout, parce que les gens ne sont pas stupides de vendre leur Ethereum, sachant bien que le bull run est en train d'arriver d'ici fin 2024-2025. Donc, bien au contraire, il y aura une partie, effectivement, qui vont essayer de prendre des prises de bénéfices, ça c'est sûr, mais elle sera marginale. Donc, je ne vois pas l'impact en tant que tel. Techniquement, on reste toujours sur une phase haussière et on sait qu'il faut éventuellement qu'il y ait un retracement. J'ai envoyé des documents pour vous présenter les zones de liquidité. On sait que l'Ethereum, ce qui sera bien, c'est qu'il faut qu'il descende entre 1400, 1200, voire 1100 avant éventuellement de repartir tout de suite vers 2000, 2500. Donc, en réalité, il n'y aurait pas un gros impact, sachant qu'une fois que je répète, ce n'est pas toute la quantité d'Ethereum qui va être libérée. Si toute cette quantité était libérée d'un coup, là oui, il y aurait une forte pression vendeuse parce que 18 millions d'Ethereum libérés en un laps de temps, on ne sait pas là où ça va aller, donc ça met une pression vendeuse, les gens ne sont pas rassurés, et pour se rassurer, les gens vont vouloir prendre des bénéfices tout de suite à 1900, 2000. Donc, quand les gens se rendent compte et que la Fondation Ethereum leur a dit non, 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 ne vous inquiétez pas, on va aller étape par étape, hein, ça enlève cette pression pour que les gens s'acharnent à vendre. Donc, du coup, les gens disent OK, 100 000, ça peut être avalé systématiquement sur le marché sans pourtant impacter tout l'ensemble de l'écosystème cryptographique. Ça répond à ta question, Linus? Ouais. Super. Ouais. OK. Merci. Donc, pour revenir rapidement sur nos algos, je vais essayer de venir. On en a aujourd'hui à peu près 7. OK? On en a à peu près 7 et chacun joue un rôle bien spécifique. OK? Je vais essayer de prendre 3 ou 4 rapidement pour vous expliquer pourquoi déjà. OK? Ces algos ont été conçus au sein de TradingView. TradingView a des règles. On ne peut pas prendre une stratégie et essayer d'élaborer une stratégie, c'est-à-dire prendre 2 ou 3 un algorithme, par exemple, sur une stratégie et laisser de l'assembler. Ça ne les arrange pas parce que eux, c'est ça leur business model. Le business model de TradingView, c'est de nous permettre de faire plusieurs algos selon une stratégie. Parce que plus il y en a, plus on paye et mieux c'est. Sachez que ces algos en tant que premium, pour avoir la base de données qui me servent éventuellement de créer ces algos, je dois payer ces bases de données. Déjà, le fait déjà de payer la partie premium, ça c'est de 1. Je dois aussi payer les bases de données, ces données data que TradingView a eu le temps de recueillir à travers différentes plateformes. Donc, je suis obligé de les payer. Donc, c'est pour ça qu'ils vont me dire, tiens, la GM Academy, vous n'avez droit que à faire, si vous êtes sur une stratégie de breakout, vous créez uniquement des algos sur une stratégie de breakout. Si vous êtes une stratégie sur ce play, donc vous comprenez comment ça fonctionne, je suis limité dans ce sens et voilà pourquoi on est obligé d'avoir ces algos. On ne peut pas, par exemple, créer un algo qui va parler de supply, qui va parler de block order et qui va parler, par exemple, de breakout au sein d'un même code source. Trading ne nous autorise pas à faire cela. Donc, voilà pourquoi ces algos sont plutôt assez différents. D'accord? Si on prend, par exemple, le supply et demande que vous avez, c'est quelque chose d'intéressant qui permet éventuellement de savoir où se trouvent les zones de liquidité. Parce que vous savez qu'il y a, vous avez tendance
avoir un petit peu de Kingfisher, de Bookmap. Ce sont des données qui permettent éventuellement de savoir où se trouvent des zones de liquidité, des zones de liquidation. Ça demande encore de l'argent, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais l'avantage aujourd'hui que nous avons avec cela, c'est qu'on a ce qu'on appelle des API. Ça veut dire que moi j'ai par exemple accès à The Kingfisher, je peux prendre l'API des Kingfisher, sélectionner les informations que j'ai besoin. Cette API, je vais le rajouter sur mon compte TradingView automatiquement parce que j'ai cette autorisation. Et à chaque fois qu'il y a des zones de liquidation qui vont se déclencher au sein de The Kingfisher, ces zones vont apparaître automatiquement sur TradingView. Et là, à ce moment, j'élabore un code source qui va me donner une zone de limite de ces liquidations. Voilà ce que vous avez via l'algo de supply et demande. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre encore les données de The Kingfisher parce que ces données sont exportées de The Kingfisher et sont importées de The Kingfisher et exportées vers TradingView. D'accord? Et là, en ce moment, on essaie d'évaluer parce que ce qui est intéressant avec ces sociétés, ils ont des datas du passé. Une fois de plus, le futur, personne ne connaît le futur. On ne peut qu'analyser, prévoir, prédire par rapport au passé pour éventuellement savoir ce qui peut se passer demain. Parce que les cycles ont tendance à se répéter. La psychologie humaine a tendance à faire les mêmes choses. Donc, les données, les datas qu'on va recueillir, par exemple, sur la partie Bull Run 2020-2021, d'accord, j'ai pris énormément de ces données avant de concevoir ces algos. J'ai pris ces données, je les ai exportées sur TradingView et à ce moment, grâce aux données que TradingView m'a permis de recueillir pendant cette phase, d'accord, je les ai jumelées et j'ai pu tirer des données. Et grâce à ces données, on crée des codes sources en essayant éventuellement d'essayer d'établir un schéma hein, c'est-à-dire un schéma pour se dire, OK, si cela va se répéter, comment éventuellement dans ces zones, lorsque les prix vont se répéter selon un schéma bien précis, les algos en ce moment, en ayant déjà les données d'avant, pourront éventuellement nous prédire sur ce qui va se passer. Voilà pourquoi vous avez sur les GMHP des flèches qui vont dans tous les sens. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais on va essayer de les aborder. Voilà pourquoi dans les zones BO, vous avez des zones, et si vous avez par exemple la partie premium et que vous avez des données qui datent de 1 an, 2 ans, vous allez voir qu'on est revenu sur des zones qui avaient bien agi dans le futur. Pas dans le futur, mais dans le passé. Donc, ce qui est intéressant maintenant, pour moi, ces algos, avant que je les présente, je les ai testés pendant toute la phase baissière. C'est-à-dire pendant toute la phase baissière 2021, 2022, je l'ai vraiment, fin 2021, début 2022, je les ai vraiment testés. Donc, ça veut dire que là, actuellement, j'ai maintenant des données brutes sur la baisse que nous avons eue. Ça, c'est des données qui sont très intéressantes et je sais comment les algos se sont comportés. Maintenant, ce qui me manque, c'est la phase qui va arriver. C'est-à-dire, c'est la phase de bull run. Et les données que j'avais sur l'ancienne bull run, c'est-à-dire 2020-2021, je les ai calquées. Et automatiquement, je sais comment les algos vont éventuellement se comporter jusqu'à ce que le Bitcoin arrive à 70 000, jusqu'à ce que le TH arrive à 6 000, jusqu'à ce que, par exemple, le Lina arrive à $1. On a des données où on sait comment ces crypto-monnaies vont agir pendant toute cette phase. Les seules données que nous n'avons pas, vous comprenez bien, c'est au-delà de chaque ATH. Personne n'a ces données parce que ça serait nouveau. Donc, on va les recueillir. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant parce qu'on a des données baissières, on a des données de ce qui s'est passé avant et on sait comment, éventuellement, on peut en profiter dans le futur, dans les trucs qui vont arriver. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà pourquoi je vous exhorte de bien comprendre ces éléments, de bien les analyser parce que vous avez déjà une feuille de route à travers ces algos. Maintenant, ça sera à vous éventuellement de faire votre monnaie, de faire maintenant votre monnaie management. C'est ça qui sera intéressant à comprendre. Okay? Maintenant, on a parlé du GMHP qui consiste éventuellement à voir un petit peu comment les prix ont tendance à fluctuer parce que les prix ne vont jamais en ligne droite. On a parlé des zones de l'algo de zone de supply et demande qui permet d'identifier les zones de liquidité. Vous avez le BO qui est plutôt intéressant, qui est une zone précisément qui vous dit exactement que dans cette zone exactement, ce sont les market makers qui ont initié le mouvement.
Vous avez le GSI qui est plutôt une sorte d'indicateur, de plusieurs indicateurs. Il y a le RSI dedans, il y a le MACD, il y a le OBV, et puis il y a deux, trois autres indicateurs à l'intérieur que je ne citerai pas le nom. Celui-ci constitue uniquement, c'est un algo qui nous permet éventuellement de voir jusqu'où les prix s'est éloigné. Est-ce que le prix est allé trop loin de son point d'équilibre ou pas? Et ça nous permet de savoir que lorsque le prix s'écarte trop, de son prix, comment dirais-je, de son prix idéal, il va revenir à un moment donné. Je ne sais de le dire, c'est comme l'exemple quand vous prenez un élastique. Si vous prenez un élastique trop à un moment donné, soit vous allez lâcher, il va revenir. Si vous ne lâchez pas, il va se casser. Donc, c'est là que c'est intéressant parce que si l'action continue à exploser, sachez qu'à un moment donné, la bulle va exploser et ça, c'est pas bon. Donc, le marché, après avoir explosé à la hausse ou à la baisse, pour que cette tendance ou que cette active soit toujours ça, il faut toujours que le prix revienne vers son centre de gravité. Voilà pourquoi sert le GSI. On a encore parlé, je crois que c'est ça, du FVG. Vous savez ce que c'est? Ce sont des trous de cotation éventuellement qui permettent ces prix d'accélérer. Donc, ces trous de cotation doivent être à un moment donné rééquilibrés. Ça veut dire que tôt ou tard, il faudrait que les market makers, là, en ce moment, il n'y a pas eu d'échange entre les vendeurs et les acheteurs, les prix se sont vite accélérés. Ça veut dire qu'il y a des prix qui ont été bloqués quelque part, que les market makers vont revenir rééquilibrer ce marché tôt ou tard. D'accord? Donc, ça, c'est les 5 que vous devez comprendre. Et maintenant, il ne manquait que 2 sur lesquels on est en train de travailler. Le plus important, c'était le volume. D'accord? Parce que vous avez effectivement un indicateur en TradingView qui est volume, mais cet indicateur ne vous présente pas des volumes réels. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse dissocier les volumes acheteurs et les volumes vendeurs. C'est-à-dire, dans une bougie, l'indicateur, on va le voir tout à l'heure, l'indicateur TradingView présente uniquement un volume. Le volume, il peut être rouge, mais dans ce volume rouge, vous ne savez pas qui a la main, vous ne savez pas si ce sont les acheteurs ou si ce sont les vendeurs, et vous ne savez pas quel est le delta éventuellement de cette position. Quand on parle delta, ça veut dire la différence entre le volume acheteur et le volume vendeur. C'est ce qu'on appelle le delta. Vous n'avez pas ça sur l'indicateur de TradingView. Et pour finir, il manquait quelque chose de plutôt intéressant, c'est les breakouts, d'accord? Ce que j'appelle en langue de temps l'effet Coca-Cola. Les breakouts, vous savez ce que c'est que quand on a une zone de breakout, les prix ont tendance à accélérer dans ce mouvement. Donc, grâce à ces 7 indicateurs, aujourd'hui, vous avez un petit peu la panoplie de tout ce qu'il vous faut pour essayer de scanner ces marchés. Et quand je parle de scanner, vous ne laissez pas vous qui les scannez, vous les scannez, vous mettez vos ordres et vous le suivez. Moi, aujourd'hui, maintenant, je prends beaucoup de positions à l'extérieur. Je peux être avec mes enfants food, au restaurant, je vois mes alertes, je positionne, je ne réfléchis même plus à analyser pour me dire si c'est raison. Non, je fais confiance parce que je sais comment je les ai programmés. Je fais confiance en cela. Donc, je peux être n'importe où, j'ai l'alerte. Achat, bam, j'achète, je ferme et c'est parti. Je ne passe plus des heures que je faisais il y a encore 2, 3, 4 ans. C'est fini. D'accord? Ça, c'est vraiment fini et j'en suis tellement content parce que bien que j'avais du temps avant, maintenant, aujourd'hui, j'ai encore plus de temps. Parce que si je faisais 5, 6 heures d'analyse technique, j'en suis maintenant qu'à faire 2 heures pour pouvoir éventuellement continuer à me perfectionner et voir s'il y a des choses qu'on peut rectifier ou pas, essayer de voir si ces algos peuvent fonctionner dans d'autres actifs tels que le Forex, les matières premières ou pas. Mais c'est toujours bien. Je fais plus 6 heures, mais je fais maintenant 2 heures. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. Et là, maintenant, depuis un certain temps, comme je dis, on travaille maintenant sur l'automatisation. Ça serait la phase qu'on va exactement faire. On a déjà débuté et on compte boucler la fin de cette année. Ça veut dire qu'on va automatiser chaque algo. Mais le but final, c'est de faire en sorte de créer une intelligence artificielle. Je sais que vous entendez pas mal de choses sur l'intelligence artificielle, mais ça va consister à quoi? Ça va consister à faire en sorte qu'en ayant tous ces données via ces 7 algos que je viens de vous stipuler, on est déjà rentré en contact avec les... Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Il y a des questions. Il y a une question? Fermez vos... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, comme je dis, le but, ce serait vraiment de faire en sorte que nous créions une intelligence artificielle qui sera un petit peu dans le sens où, lorsqu'il va réunir ces données techniques et les données de la blockchain, c'est-à-dire les données data de la blockchain, que cet algo sache que
que cette intelligence artificielle se dise, tiens, par rapport à certaines données GSI, vous comprenez bien l'astuce, en données H4 ou en données H2, il peut se dire, OK, avec une divergence, on va attendre que les prix soient corrects et ils soient capables de manager cette position et éventuellement de prendre cette position en money management. Maintenant, la partie blockchain, ça voudrait dire, vous savez que la blockchain, ce qui est intéressant dans les crypto-monnaies, c'est que vous avez des informations avant que les autres ne l'aient. Donc, tout ce qui transite sur les blockchains sont stockés quelque part et on a ces informations avant que ces informations ne viennent, avant que ces informations ne viennent être, comment je peux vous expliquer ça plus simplement, avant que ces informations ne soient répercutées au sein de vos graphiques. Lorsque vous voyez un graphique, vous êtes en retard du mouvement. D'accord? Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en retard parce que le mouvement a déjà eu lieu en amont. Donc, sachez que si vous faites uniquement l'analyse technique sur les graphiques, vous êtes en retard. Vous êtes en retard, mais de très loin. Mais grâce aux algos que nous avons, vous n'êtes plus en retard. Vous pouvez les anticiper. D'accord? C'est ça l'avantage des algos. Mais ceux qui font uniquement de l'analyse technique, ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas les éléments qui font en sorte que cette bougie bouge. Vous n'avez pas ces éléments. Mais avec les algos, vous les avez en plus. Et maintenant, avec l'intelligence, on va encore aller plus loin. Ça voudrait dire que s'il y a une information, on voit qu'il y a un portefeuille, je sais comment je vais les assembler, il y a un portefeuille qui bouge une certaine quantité de crypto-monnaies. Cette intelligence artificielle va automatiquement voir au moment où il bouge cette crypto-monnaie, analyser très rapidement cette crypto-monnaie techniquement et voir si sur différents time frames, il peut éventuellement essayer d'anticiper quelque chose, soit en mouvement baissé tout de suite pour accompagner les prix où ils veulent anticiper et réfléchir de se dire, non, l'idéal, c'est peut-être d'attendre d'autres données parce que peut-être il peut y avoir une manipulation. D'accord? Donc, ça serait peut-être la phase 2024-2025. Vous voyez que c'est lent, voilà pourquoi on n'a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps, je suis un petit peu pris. Vous comprenez que moi, mon but, c'est que dans 2 ans, que je fasse plus rien, que j'aille me reposer sur les cocotiers et que j'ai quelque chose qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que je pourrais éventuellement léguer. Donc, on a fait déjà 15% du boulot, d'accord? En fin d'année, on va faire tout, vraiment tout, pour que ces algos soient automatisés à 100%. Je parle bien des 7 à 100%. Ils seront automatisés à 100%. Mais vous comprenez bien qu'il y aurait juste un petit interstitiel, un petit peu comme ceux qui sont dans Royal Q, où vous allez uniquement modifier votre money management et vous allez laisser l'algo faire. Et l'avantage et la différence de Royal Q, c'est que vous n'allez pas être bloqué comme Royal Q. Une fois de plus, on apprend des erreurs. Et j'ai beaucoup appris des erreurs que j'ai eu à commettre personnellement et des erreurs que j'ai eu à observer via différents business. D'accord? Donc, je parle de RoyalQ, je parle pas mal d'autres choses et je me sers aujourd'hui de cela pour pouvoir demain proposer quelque chose plutôt d'intéressant que j'aurais voulu utiliser moi-même, qui soit vraiment le plus passivement possible. Donc, voilà un petit peu l'introduction de cela. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement sur ce que je viens de dire, sur la compréhension des algos, avant que je rentre rapidement sur une présentation rapide de l'algo de breakout et de l'algo des volumes. Et avant, maintenant, essayer de voir comment on peut combiner tout cela. Y a-t-il des questions ou bien c'est clair pour tout le monde? Une question. Oui, je t'en prie, tu dis en fait que quand on va arriver sur le bull run, par exemple le BTC, au plus haut, il était à plus de 60 000 $. On est d'accord? Le truc, c'est que ça veut dire quoi? Tes algos, ils vont réagir comment s'il est à 70? Il te donnera quoi comme indication? bien. Je sais pas. Mais c'est une très bonne question que personne ne peut te dire, même les meilleurs, ceux qui se disent qu'ils ont des grosses intelligences artificielles, personne ne va te le dire en ce moment. C'est impossible. Parce qu'il va falloir attendre que nous arrivons à ce moment et voir déjà l'environnement fondamental, comment ça se positionne, et voir ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on n'a pas de données après 70 000 $ de BTC. On ne les a pas. Voilà pourquoi, éventuellement, beaucoup disent qu'après 70 000, c'est fini. Vu qu'il n'y a rien, il va accélérer très rapidement vers 100 000. Ça, c'est sûr à 90-95%. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de zone de vente. Et c'est aussi une price discover. Je sais, tu peux, ouais, ça c'est bien. OK, tu peux d'abord préciser ce que tu dis sur price discover, s'il te plaît, Aurel.
Tout simplement, c'est quand on dépasse la TH. Du coup, on n'a pas de Mhm. données. C'est un nouveau record. Exactement, c'est ce que je dis. Et voilà, vous avez pour remarquer souvent, lorsque ces ATH cassent, ben, on va en ligne droite. Les gens se disent, mais on ne vend pas ce truc. Parce qu'on ne sait pas dans quelle zone vendre. Les market makers n'ont même pas de liquidité en ce moment. Il n'y a aucune liquidité en ce moment. Les carnets d'ordre vont se remplir au fur et à mesure. Donc, c'est au fur et à mesure que les carnets d'ordre vont se remplir, c'est au fur et à mesure qu'on pourra maintenant recueillir les données. Mais le dire maintenant où le Bitcoin est pratiquement à 30 000, c'est impossible. Voilà pourquoi on dit qu'on peut aller jusqu'à 100 000. Mais après, éventuellement, on pourra maintenant avoir des données. Mais entre 30 000 et 70 000, il y a beaucoup à faire. On peut déjà emmagasiner pas mal d'argent dans ce niveau avant d'aller éventuellement espérer aller caracoler vers 100 000, 200 000. C'est bon pour toi, Cyril? Ouais, c'est bon. Merci. Super. D'autres questions? C'est très clair pour tout le monde? Parfait. OK, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer rapidement sur la partie. Je vais présenter rapidement, très rapidement ces deux algos de breakout et puis de volume, comme je viens de l'expliquer. J'espère que vous avez eu le temps de comprendre les explications, d'accord? Et si vous voulez que je revienne dessus, je ferai avec plaisir.